Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de À voir du mois de novembre. Comme chaque mois, je vais vous parler des découvertes de ce mois-ci, que ce soit en termes de cinéma, de musique, de littérature et autres. Et avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, il y a les tops de fin d'année qui vont bientôt arriver, on va parler de nos films préférés, je vais sortir aussi une vidéo qui parlera de mes albums préférés, donc ça va être très cool. Ce mois-ci, j'ai découvert un film d'Almodovar que je n'avais encore jamais vu, alors pourtant j'ai vu pas mal de ses films, sauf celui-là, et il paraît que c'est un de ses meilleurs, c'est Femme au bord de la crise de nerfs. Alors c'est un des premiers films d'Almodovar qu'il a sorti en 88, donc une époque bien avant ses succès plus commerciaux comme Volver, comme La Piel Cabito. Donc c'est assez intéressant de voir son esthétique appliquée à une époque qui a du coup des techniques différentes, avec des caméras différentes. C'est assez drôle, assez intéressant, et il l'utilise très bien parce qu'on sait que chez Almodovar, ce qui porte principalement, c'est l'esthétique, c'est les couleurs, c'est le rouge principalement. Il y a toute une esthétique, notamment avec l'appartement principal du film, avec du mobilier tout coloré, du vert, du rouge, des couleurs qui s'opposent, mais sans que ça devienne indigeste. C'est ça que j'aime beaucoup chez ce réalisateur. Pour vous résumer vite fait le film sans spoiler, ça raconte l'histoire d'une actrice et qui se sent pas très bien parce que son copain l'a quittée. Et il y a plein de trucs autour d'elle qui gravitent, qui font qu'elle n'est pas de très bonne humeur. Et tout ça va se mélanger avec plein de péripéties, avec d'autres personnages qui sont liés justement à cette rupture. Ça part des fois en scène d'action, c'est de la comédie noire par moment. C'est un film immense avec plein de genres qui se mélangent, qui s'entremêlent, et c'est ce que j'ai adoré avec ce film. Le deuxième film du mois, et c'est la première fois que je parle de ce genre de film, c'est un documentaire qui s'appelle Fire of Love, qui est sorti, je crois, en mars, en mai, je sais plus, au cinéma ou un truc comme ça. Il est sorti il y a longtemps au cinéma, et là il vient de sortir sur Disney+. Alors Fire of Love, ça parle de Katia et Maurice Kraft, qui sont deux immenses volcanologues, c'est comme ça qu'on dit, volcanologues. Et la particularité de ce film, et qui m'a vraiment donné envie de le voir, c'était que du coup Katia et Maurice Kraft viennent de Guebwiller, c'est à 10 minutes de chez moi en fait, c'est à côté de chez moi. C'est un peu des héros dans la région, c'est des immenses stars de la volcanologie ou même de la science en général en France. Ils étaient très présents à la télévision à l'époque. Ils ont pu faire un documentaire, parce qu'il y a un peu cette particularité avec ces deux-là, c'est que ils filmaient, ils photographiaient énormément. C'est surtout Maurice qui filmait énormément, il avait vraiment une vraie passion pour la cinématographie. Chaque plan de volcan avec du coup Katia dans le fond était ultra travaillé pour essayer de choper la belle couleur, la belle lumière qui tape sur le volcan. En fait, ce film, je sais pas comment décrire ça, c'est comme un beau livre en fait, c'est des pages que tu tournes et à chaque fois t'as une image magnifique l'une après l'autre. C'est à la fois très beau et à la fois ça raconte une histoire, ça raconte du coup cette rencontre entre ces deux personnes qui habitent du coup dans le même coin, parce que les deux viennent du coup de la région près de chez moi, et qui étaient tous les deux passionnés de volcans, et les deux sont un peu d'opposés en fait. Katia, elle est assez calme, assez portée sur les détails, et Maurice lui il est très dans le sensationnel, il adore les grandes explosions, il adore faire un peu le fou, et ce film est vraiment passionnant pour ça, parce qu'on découvre du coup ces deux portraits dans ce paysage qui est juste magnifique. Et le troisième film que j'ai vu, c'est Tar, c'est un film que j'ai vu en avant-première, parce qu'il sort le 25 janvier en France, si je dis pas de bêtises, donc j'ai pu le voir un peu en avance. C'est un film que j'attendais énormément, parce que j'ai eu beaucoup de retours. Je crois qu'il était à Venise, si je dis pas de bêtises, et déjà là il avait fait beaucoup parler de lui. Ça raconte l'histoire d'une chef d'orchestre fictive qui s'appelle Lydia Tarr, donc elle n'existe pas, et le film c'est une sorte de portrait biopic de cette personne qui n'a jamais existé, qui t'explique que c'est la plus grande chef d'orchestre de son temps. Ça se passe dans les années 2020. Pour vous raconter un peu plus le film sans spoiler, juste pour vous décrire le contexte, on commence le film avec une scène qui dure je crois 15 minutes, où elle est dans un immense amphithéâtre à faire une interview avec un mec sur une chaise, et le gars lui pose des questions en mode qu'est-ce que ça fait d'être la plus grande chef d'orchestre, comment c'est quoi votre rapport avec la musique, ce genre de truc. C'est la plus grande artiste de son temps, et c'est trop intéressant parce que ça te permet de rentrer après dans le film. Après je vais pas vous spoiler le reste de l'histoire, mais c'est une superbe mise en scène. C'est un film qui rend vraiment hommage je sais pas comment dire ça, aux vibrations de la musique classique, parce qu'il y a des scènes avec des orchestres ou des répétitions où vraiment t'entends le truc comme si t'y étais, ou même comme si t'étais dans, je sais pas comment dire ça, dans la caisse du violon, et t'entends des bruits, mais c'est assez violent et c'est assez impressionnant. Franchement ça lui rend vraiment hommage à ce genre musical. Voilà, je vous recommande fortement, et je crois que j'ai oublié de le dire, mais c'est avec Cate Blanchett qui joue le rôle principal, et je pense qu'elle sera fortement pressentie pour les Oscars, parce qu'elle joue extrêmement bien. Et en plus de ça, dans ce film, il y a une française, et c'est une des raisons pour laquelle j'ai vu le film, c'est qu'il y a Noémie Merlan, et c'est une de mes actrices préférées actuelles, et je l'aime énormément. De voir qu'elle a percé au-delà du cinéma francophone, je trouve que c'est vraiment cool pour elle, et j'espère qu'elle ira encore plus loin après ça. Yo, il y a un film dont j'avais complètement oublié de parler, parce que je l'ai vu quelques jours après le tournage de la vidéo. C'est Bones and All de Luca Guadagnino, j'en avais parlé le mois dernier dans le précédent À voir. C'est vraiment un film que j'attendais énormément, et j'ai pas du tout été déçu. J'ai
même été surpris parce que je pensais pas qu'il allait être aussi bien. Alors faut savoir que Luca Guadagnino, j'avais adoré ses précédents films, que ce soit Call Me By Your Name ou alors Le Dernier Suspiria, et forcément j'avais beaucoup d'attentes, et lorsque j'ai vu les premiers visuels avec Taylor Russell, Timothée Chalamet, Mark Rylance, les images magnifiques, cette espèce d'ambiance road movie, déjà j'étais très hypé, et finalement la hype s'est concrétisée parce que le film était très bien. Comme j'ai dit avant, c'est un road movie où on suit deux personnages, l'une jouée par Taylor Russell qui est à la quête de quelque chose, et l'autre jouée par Timothée Chalamet qui fuit quelque chose. Et les deux se retrouvent sur une passion commune que je ne vais pas citer pour éviter de spoiler, mais ça crée un mélange assez intéressant que j'ai rarement vu au cinéma, de comédie romantique et de film d'horreur. Un film d'horreur très gore, très graphique, mais qui n'est pas si déplaisant que ça. Enfin, je l'ai pas trouvé gore à un point où je me cache les yeux. Et au final, t'es presque émerveillé par certaines scènes qui peuvent paraître gore hors contexte, mais qui là semblent juste magnifiques. Encore une fois, Guadagnino a réussi à faire un film qui sera sûrement un de mes films préférés sur les prochaines années. Donc voilà, je vous le recommande, il est encore en salle si je dis pas de bêtises. On passe maintenant avec la partie musique, et on va commencer avec un album de rap. J'ai pas encore parlé de rap si je dis pas de bêtises sur Avoir. Là je voulais vous en présenter un que j'ai adoré, et c'est ni plus ni moins que le dernier album de Nas. Nas, pour ceux qui savent pas, c'est je pense le pionnier du rap. En général, c'est un des plus grands rappeurs de l'histoire de la musique. C'est un mec qui est là depuis genre 30 ans, un truc comme ça, et qui là du coup revient avec le troisième volet d'une de ses trilogies qui s'appelle King's Disease. Ça m'avait beaucoup impressionné, surtout de savoir que le mec a je crois plus de 50 ans et qu'il arrive encore à produire de la musique qui est d'actualité, qui est intelligente, qui est réfléchie, que ce soit dans ses thèmes qu'il aborde ou que ce soit dans les productions qu'il utilise. Il utilise des fois des sons un peu drill, des sons trap, puis après des sons très classiques hip-hop. Et j'étais très impressionné de voir que finalement l'inspiration, même avec les années, ça peut continuer, parce qu'on sait qu'il y a toujours ce truc de un artiste avec le temps il perd de sa magie. Ben Nas pour l'instant c'est plutôt bien. Deuxième album, et là on est sur de la musique hispanique, c'est le dernier album de Natalia Lafourcade, et je vais essayer de bien dire le nom, c'est De Todas las Flores, plutôt facile à dire. Alors Natalia Lafourcade, c'est une chanteuse mexicaine que je suis depuis pas mal de temps. J'avais énormément accroché par son style qui est vraiment très calme, très doux, avec parfois des belles paroles, même si je parle pas espagnol, mais des fois je regardais avec les traductions pour essayer de comprendre, et à chaque fois comprendre les thèmes qui sont abordés. C'est très doux, c'est très beau, très touchant. Vous avez pu entendre avant un extrait, c'est très calme, c'est très doux. Ça colle bien je trouve avec la période très calme de l'hiver, la période assez lente, il fait nuit assez tôt, on a juste envie de rester chez soi avec une petite musique, et je trouve que ça colle plutôt bien. Et on continue avec le dernier album de Way As Blood and In the Darkness, Earth's a Glow. Way As Blood, c'est une chanteuse que je suis depuis très longtemps. J'avais adoré son dernier album qui était sorti je crois en 2019-2018, qui s'appelait Titanic Rising, qui était à l'époque une énorme claque, que ce soit critique, que ce soit populaire. C'est un album qui a ultra bien marché. Forcément cet album, je l'attendais énormément parce que il y a de l'attente après un succès commercial et critique, et j'ai pas été du tout déçu. C'est un des meilleurs albums que j'ai écouté cette année de très loin. J'aime beaucoup ce style, le fait qu'elle mélange le côté auteur-compositrice avec de la musique parfois plus pop actuelle, voire parfois on utilise des influences classiques avec des orchestres. Ça fait beaucoup penser à Björk dans un sens, mais dans un côté plus calme quand même. Et ce qui m'a vraiment étonné avec cet album, c'est que les 4-5 premiers sons, ils sont parfaits. En fait, j'étais en train de les écouter, j'ai fait mais oui, c'est parfait. Puis le suivant, c'est parfait. Il y avait aucune erreur, que ce soit dans comment elle applique sa voix par rapport à la musique, le mixage, que ce soit les instruments utilisés, la production. Tout était parfait, tout collait vraiment bien. C'était si beau à entendre, si beau à écouter. Ça, c'est un truc que je recherche beaucoup quand j'écoute de la musique, c'est de voir à quel point les gens ont travaillé leur musique, ont travaillé leur production, voir à quel point il y a de la recherche dans certaines sonorités, dans certaines notes. Je vous le recommande fortement. On passe maintenant à la partie livre. Il n'y en avait pas le mois dernier, mais cette fois-ci, il y en a un. C'est le dictionnaire Truffaut. Voilà, je sais pas si vous arrivez à voir. Alors, pour l'anecdote, je l'ai trouvé dans une librairie d'occasion. Voilà, je viens de voir derrière qu'il est à 35 € et que je l'ai payé 2 €. Donc, je suis plutôt content. Vraiment, déjà, les librairies d'occasion, je vous recommande fortement pour les gros livres, que ce soit des livres d'art ou des livres sur le cinéma, parce qu'ils ont souvent des éditions qu'on trouve pas forcément chez les neufs. Aussi, ça permet d'économiser de l'argent et d'économiser du papier. Voilà. Le principe du dictionnaire Truffaut, comme la plupart des dictionnaires biographiques, c'est du coup une sorte d'encyclopédie du réalisateur où à chaque fois on a un mot, genre évanouissement, et ça donne une définition en fonction du réalisateur par rapport à ses films, par rapport à plein de choses. Je sais pas si on voit. Ce que j'aime vraiment beaucoup avec ce dictionnaire Truffaut, c'est qu'il est ultra complet. Je sais pas si vous voyez,
mais les pages sont remplies. Et ça fait plaisir, parce que très souvent, le dictionnaire j'en ai un sur Ingmar Bergman, qui est assez fin, assez petit, et là vraiment on a de la matière. Truffaut, c'est un réel que j'aime beaucoup, et je viens de voir une page que je n'avais pas encore vue pour l'instant. Il y a une page sur Jean-Louis Trintignant, c'est un de mes acteurs préférés, voilà, qui n'est plus, malheureusement. Enfin voilà, j'aime beaucoup ce concept, c'est comme une sorte d'interview, comme si tu posais la question, tu dis bah alors, qu'est-ce que tu penses de Steven Spielberg? Et là il te parle de Steven Spielberg par rapport à Truffaut, et j'aime beaucoup ce concept, il devrait le faire pour plus de gens. Et on va finir avec la partie en digital, et ce mois-ci encore une fois, ce sera la 3e fois de suite où je parle d'un créateur de contenu sur Instagram qui parle de cinéma. Et je pense que ça va lui faire plaisir, c'est un pote à moi qui s'appelle Movicture du coup. Et je voulais vous parler de lui parce que je trouve qu'il a ce truc où il se penche pas mal sur les acteurs et les actrices. Il aime beaucoup faire des posts dédiés sur des acteurs ou des actrices, puis après te donner par exemple des anecdotes sur la personne, te dire quel est son film préféré de cet acteur ou cette actrice. Et ouais, c'est un contenu que j'aime beaucoup ce qu'il fait, j'aime bien aussi l'aspect graphique de certains de ses posts. J'aime bien aussi le fait qu'il parle de films, de séries, mais qu'il parle aussi de musique, et ça c'est plutôt cool. Et je vous le recommande aussi aujourd'hui parce que c'est la fin de l'année et que forcément fin d'année ça rime avec top de film. Et je sais que lui aime beaucoup faire ça, je sais pas quand est-ce qu'il le sortira, je l'ai pas demandé, mais je pense qu'il sortira forcément son top film vers la fin de l'année, voire le début de l'année prochaine. Voilà, donner de la force, c'est vraiment quelqu'un de bien et c'est un gars très sympa. Yo, j'avais complètement oublié de faire mes attentes du mois, donc les films que j'attends le plus pour le mois de décembre, il y en a quand même quelques-uns. On va commencer par Avatar, la voix de l'eau, je pense que ce film la plupart des gens l'attendent, moi aussi je l'attends, voilà, ça fait quand même depuis 2009, donc ça fait un petit bout de temps qu'on attend une suite à Avatar et j'ai hâte de voir ce que va nous donner James Cameron. Il y a un autre film que j'attends et qui sort aussi en décembre, c'est les Banshees d'Inisherin, qui était je crois au festival de Venise et qui a très bien marché là-bas. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est le film qui va tout rafler aux Oscars. Il y a aussi fin décembre le film Caravage, du coup sur le peintre, le Caravage, un peintre que j'aime beaucoup, et dedans il y aura Louis Garrel et Isabelle Huppert, donc je suis très content, j'ai très hâte de voir ce film. Et pour finir, et là ça sort le 23 décembre si je dis pas de bêtises, sur Netflix, c'est Glass Onion, la suite de À couteau tiré. J'ai eu beaucoup de retours sur le film. Apparemment le film est vraiment bien, j'ai très hâte de voir le film et peut-être on fera une petite critique, on verra. Donc voilà, j'avais encore des petits trucs à dire par rapport à ce format. Le prochain épisode d'Avoir qui du coup devrait arriver en fin décembre, début janvier, ça va être un épisode spécial musique. En gros, je vais vous faire une vidéo où je vous parle de mes 10 albums préférés de l'année 2022. Voilà, comme d'habitude dans ce format, je vais vous dire ce que j'aime chez un album en particulier. Il y a des albums qui vont revenir, dont j'ai déjà parlé dans Avoir. Donc très hâte, c'est un truc que je voulais faire depuis pas mal de temps et je suis très content d'utiliser ce format pour pouvoir le faire. Et autre vidéo aussi que je prépare et qui devrait arriver, je crois, avant les tops de fin d'année. C'est un top 10 des films français de l'année 2022. Voilà, je suis assez content de pouvoir faire ça parce que je trouve que le cinéma français est assez peu représenté dans les top 10. Et voilà, je voulais vous en parler parce que j'ai vu énormément de films français cette année. Je crois que j'ai vu plus de films français que de films étrangers. Je vais essayer de sortir la vidéo vers mi-décembre, comme ça vous laissera le temps aussi de les rattraper avant la fin de l'année. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime, un commentaire. Voilà. Sur ce, je repars pour de nouvelles aventures. Ciao!